Je m'appelle Harper Lane. J'ai 32 ans et croyez-moi, gagner 23 millions d'euros par an ne vous protège pas de parents toxiques. L'argent peut vous protéger de beaucoup de choses, le loyer, la peur, l'instabilité, mais il ne peut pas vous protéger d'une famille déterminée à croire à la pire version de vous-même. J'ai appris cette leçon le soir de Thanksgiving, debout dans la salle à manger de mes parents, dans la banlieue de Portland, entouré de gens qui avaient déjà décidé exactement qui j'étais et qui je n'étais pas. La maison était la même que pour chaque fête. Des lumières chaudes, des bougies à la cannelle, l'odeur de la dinde rôtie flottant dans les couloirs. Mais l'atmosphère, on aurait pu la couper au couteau. La longue table en acajou était bondée. Mes grands-parents au bout. Mes tantes chuchotant derrière leur verre de vin. Mes cousins rivés à leur téléphone. Chloé, ma sœur cadette, rayonnait au centre, tel le soleil autour duquel tout le monde orbitait. Son fiancé, Luc, était assis à côté d'elle avec le sourire empressé d'un homme qui avait déjà assimilé la hiérarchie de la famille Lane. Chloé, la fierté. Moi, le problème. Chloé était tout ce que mes parents adoraient, une avocate en pleine ascension dans un cabinet du centre-ville de Portland. Mariage prévu pour le printemps prochain, un placard rempli de manteaux de créateurs et un profil LinkedIn si parfait qu'il en scintillait presque. Ma mère ne pouvait pas passer 10 minutes sans glisser une nouvelle vantardise. Chloé vient de conclure une affaire énorme. Chloé pourrait être promue associée plus tôt que prévu. Chloé et Luc cherchent des biens d'investissement. Ma fille est si intelligente. Pendant ce temps, j'étais assise près du bout de la table sur une chaise qui chancelait. Personne ne semblait jamais remarquer le vacillement. C'était peut-être approprié. Harper a finalement demandé ma tante Michelle après m'avoir ignoré pendant près d'une heure. Tu fais toujours ton petit truc en ligne? Elle a dit, petit truc en ligne, comme on parlerait d'un passe-temps impliquant des paillettes et de la colle. J'ai souri poliment. Ça ne valait pas la peine d'expliquer que ce petit truc en ligne employait plus de 90 personnes dans 3 États, ou qu'une de mes entreprises venait de finaliser un accord de licence de plusieurs millions de dollars. Cela n'aurait aucune importance. Ils avaient déjà décidé que ma vie était une phase dont je finirais par sortir. J'ai coupé ma dinde, espérant que la soirée se passerait tranquillement. Mais la paix ne survit jamais longtemps chez les Lane, surtout quand Chloé avait envie de semer la zizanie. C'est franchement triste, annonça-t-elle à voix haute à Luc, bien que toute la table pût l'entendre. Harper refuse toujours de finir l'université. Tu imagines, avoir 32 ans et ne toujours pas avoir sa vie en main? Luc gloussa avec sympathie. Ma mère soupira de façon dramatique, comme si je l'avais déçue une fois de plus en osant exister en dehors de son scénario. Et puis mon père, toujours le juge, jamais le juré, décida qu'il était temps pour l'évaluation annuelle. Il posa sa fourchette avec un cliquetis sec et s'éclaircit la gorge, parlant assez fort pour que toute la table se taise. Harper, commença-t-il. Ta mère et moi avons discuté. Mon estomac se noua. Rien de bon ne suivait jamais cette phrase. Tu as 32 ans, continua-t-il, la voix de plus en plus forte. Et tu poursuis toujours ces stupides rêves d'Internet. Tu refuses d'écouter. Tu refuses de suivre le chemin que nous t'avons tracé. C'est embarrassant. Ma mère hocha vivement la tête, intervenant avant que je ne puisse parler. Nous sommes fatigués de nous inquiéter pour toi. Fatigués de prétendre que tu vas bien alors que ce n'est clairement pas le cas. Tu n'acceptes jamais de vrais conseils. Tu n'agis jamais comme un membre de cette famille. Leurs mots auraient dû me blesser. Autrefois, quand j'étais plus jeune et encore assez naïve pour rechercher leur approbation, ils l'auraient peut-être fait. Maintenant, ils glissaient sur moi comme de l'eau froide. Agaçant, prévisible, inutile. Chloé croisa ses mains manucurées sur la table et ajouta son propre coup de poignard, le ton aussi doux qu'une tarte. Honnêtement, Harper, si tu avais juste fini l'université comme une personne normale, tu ne serais pas un tel fardeau. Certaines personnes ont des carrières, pas quoi que ce soit que tu fasses. Quelques parents échangèrent des regards gênés. Certains baissèrent les yeux sur leur assiette. Personne ne prit ma défense. Pas même les grands-parents qui me glissaient des bonbons sous la table quand j'étais petite. Ce silence disait tout. Et puis le moment atteignit son point de rupture. Mon père frappa la table de sa paume si fort que la sauce au canneberge trembla.
Tu as 32 ans et tu n'as rien à montrer, aboya-t-il. À partir de maintenant, c'est fini. Plus d'aide, plus de pitié. Si tu veux gâcher ta vie, très bien. Mais ne nous entraîne plus là-dedans. Il se leva, pointa la porte du doigt et prononça la phrase qui résonnerait dans ma tête pendant des semaines. Va vivre dans la rue s'il le faut. Un silence de mort tomba sur la pièce. Les fourchettes se figèrent en l'air. Quelqu'un haleta doucement. Et moi, la personne qui gagnait le plus d'argent dans cette maison, propriétaire d'un penthouse à Seattle, donatrice de 3 grandes organisations à but non lucratif, employeuse de près de 100 personnes, j'étais juste assise là, observant la scène comme une expérience de décorporation. J'ouvris la bouche pendant une seconde imprudente. J'ai failli le dire. Je gagne plus que tout le monde à cette table, réunie. Mais je ne l'ai pas fait, car à quoi bon? Ils n'étaient pas intéressés par la vérité. Ils étaient intéressés par la version de moi qui les faisait se sentir supérieurs. Alors, à la place, j'ai pris une lente inspiration, j'ai reculé ma chaise et je me suis levée. Si c'est ce que vous pensez, dis-je doucement, je ne me mettrai pas en travers de votre chemin. Mon père parut choqué que je ne discute pas. Ma mère cligna rapidement des yeux, s'attendant clairement à des larmes. Chloé arborait un demi-sourire, comme si elle avait gagné quelque chose. Sans un mot de plus, j'ai attrapé mon manteau sur le dossier de la chaise, suis passé devant ma famille et suis sorti dans l'air froid de novembre. Le vent transperçait mon pull, mais il semblait plus pur que tout ce qui se trouvait à l'intérieur de cette maison. En descendant l'allée vers ma voiture, je me suis murmuré la vérité, rien qu'à moi-même. Ils n'ont aucune idée que je gagne 23 millions d'euros par an. J'ai ouvert la portière, suis monté à l'intérieur et j'ai démarré le moteur. Si vous grandissez en entendant la même histoire sur vous-même encore et encore, vous finissez par vous demander si c'est vraiment votre histoire ou un scénario que quelqu'un vous a mis entre les mains bien avant que vous ne compreniez ce que tout cela signifiait. En m'éloignant de la maison de mes parents ce soir de Thanksgiving, le froid s'infiltrant à travers mon manteau, j'ai réalisé à quel point ce scénario avait été profondément gravé dans ma vie. Leur explosion n'était pas nouvelle. Leur déception n'était pas nouvelle. Leur humiliation n'était pas nouvelle. Elle s'était construite au fil des ans, couche par couche, commentaire par commentaire, attente par attente, jusqu'à devenir le seul langage que ma famille savait utiliser avec moi. Donc, je suppose qu'il faut remonter en arrière. Retourner là où l'image de la famille Lan a commencé à étrangler la réalité de la famille Lan. Retourner à l'époque où j'avais 16 ans et où j'étais encore assez naïve pour croire que les familles étaient censées être un refuge, pas une performance. Mes parents, Daniel et Rebecca Lan, venaient de milieux modestes et travailleurs, mais au moment où Chloé et moi étions adolescentes, ils s'étaient confortablement installés dans ce qu'ils considéraient comme la respectable classe moyenne. Papa était superviseur dans une entreprise de gestion de construction, un poste qu'il portait comme un insigne. Pour lui, la respectabilité venait de la hiérarchie. Quelqu'un au-dessus de vous, quelqu'un en dessous de vous, et vous, bien assis au milieu, admiré par les voisins pour votre fiabilité et votre stabilité. Il repassait ses chemises de manière obsessionnelle. Il se présentait formellement, même lors des barbecues dans le jardin. Il ne supportait pas l'idée d'être perçu comme inférieur dans n'importe quel contexte social. Maman était infirmière scolaire, du genre chaleureuse avec les élèves mais froide avec les adultes. Elle avait une question directrice dans la vie, la même qu'elle répétait comme une prière. Qu'est-ce que les gens vont penser? Pas, qu'est-ce que tu veux, pas, qu'est-ce qui te rend heureuse, seulement, qu'est-ce que les gens vont penser? Toute son existence tournait autour de l'évitement de toute tâche potentielle sur l'image de la famille. La réputation n'était pas seulement importante pour elle. C'était son oxygène. Et puis il y avait Chloé. La parfaite, la polie Chloé. 2 ans de moins que moi, mais toujours positionnée des kilomètres en avance. Elle avait des cours de violon privé, un tuteur de maths personnel, des cours de danse, des camps de leadership, des voyages d'été à l'étranger. Tout ce qu'elle touchait, mes parents le traitaient comme un destin. Elle fréquentait une école privée coûteuse pour les enfants à potentiel. Et chaque dollar dépensé pour elle s'accompagnait d'un compliment haletant de maman. Elle est si posée. Elle est si mature. Elle ira loin. Papa adorait se vanter de sa moyenne générale à quiconque voulait bien l'écouter, même des inconnus à la caisse du supermarché.
Chloé a été reine du bal de promo en première. Présidente du club de débat. Elle prenait des photos qui atterrissaient toujours parfaitement sur son fil Instagram. Elle n'enfreignait jamais les règles. Non pas parce qu'elle était intrinsèquement bonne, mais parce que l'approbation était sa monnaie préférée. Elle savait exactement comment jouer le rôle. Intelligente, charmante, docile, la fille en or qui faisait briller ses parents. Puis il y a moi, l'autre fille. J'aimais les ordinateurs, le codage, construire de petits sites web à partir de rien, rester éveillé tard pour décortiquer le back-end des plateformes de commerce électronique, fasciné par le fonctionnement des algorithmes. Je pouvais perdre des heures à déboguer une seule ligne de code et me sentir ravi quand je la résolvais enfin. Je n'étais pas intéressée par les bals ou les concours de popularité. Je n'étais ni gracieuse, ni posée, ni photogénique de la manière que ma mère désirait désespérément. J'aimais le calme. J'aimais être seule. Pour mes parents, cela signifiait que j'étais bizarre, asociale, pas une personne sociable. Ils le disaient comme un diagnostic. Quand j'ai commencé à aider de petites entreprises à gagner de l'argent en ligne à 16 ans, en construisant des pages web, en concevant des automatisations de mails, en testant des textes publicitaires, mes parents n'ont pas vu de talent. Ils ont vu une phase, une bizarrerie, quelque chose dont je sortirais une fois que j'arrêterais d'être difficile. Pendant ce temps, tout ce que faisait Chloé était applaudi comme si elle avait inventé la gravité. Je me souviens encore du dîner où elle avait obtenu un 97% à un test de biologie. Ma mère apportait un toast en son honneur avec du cidre pétillant comme si elle avait été acceptée à la faculté de médecine de Harvard. Le même soir, j'ai essayé de partager qu'un client m'avait payé 185 € pour une refonte de site web. Mon père n'a même pas levé les yeux de son assiette. Ne te vante pas, a dit sèchement maman. C'est de mauvais goût. Mais Chloé vient de. C'est différent. Différent. Tout était toujours différent pour Chloé. Le tournant, le moment où ma famille a décidé qui je serais pour le reste de ma vie, est survenu pendant ma 2e année d'université. J'avais été acceptée dans un programme de commerce, principalement parce que mes parents insistaient sur le fait que l'université était le seul chemin vers la respectabilité. J'ai essayé. Vraiment. Mais les cours magistraux me semblaient être des cages. Et plus j'en apprenais sur les modèles économiques théoriques, plus j'avais envie de construire quelque chose de réel au lieu de simplement l'étudier dans une salle de classe éclairée au néon. Pendant ma 2e année, j'ai fait le grand saut. Un de mes projets en ligne a soudainement décollé, un outil d'automatisation du commerce électronique que j'avais construit de A à Z. Je gagnais plus d'argent que la plupart de mes professeurs. Je me sentais vivante pour la première fois depuis des années. Alors, j'ai pris la décision qui a tout changé. J'ai abandonné mes études. Je peux encore voir les visages de mes parents le soir où je leur ai annoncé. Mon père est devenu rouge en premier. Sa colère montait toujours comme une lente ébullition. Ma mère est devenue pâle, ses mains tremblant comme elle ne le faisait que lorsqu'elle s'imaginait être jugée par quelqu'un d'autre. Tu gâches ta vie pour une stupide mode du .com, a lâché papa, arpentant la cuisine comme s'il avait besoin d'espace pour que sa déception s'étire. Sais-tu à quel point c'est ridicule? Sais-tu ce que les gens vont dire? Maman n'a pas crié, mais sa voix était plus tranchante que la sienne. Harper, pourquoi ne peux-tu pas être normale? Chloé suit le plan. Elle travaille dur. Elle respecte sa famille. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme elle? C'est à ce moment-là que je suis devenue la honte de la famille. Et à partir de ce jour, chaque dîner de fête suivit le même scénario. Les réalisations de Chloé étaient récitées comme des écritures saintes, la moyenne parfaite, les stages impressionnants, les lettres de recommandation élogieuses, les offres d'emploi prestigieuses. Et puis, inévitablement, quelqu'un me jetait un regard de préoccupation feinte et disait quelque chose comme « Tout le monde ne trouve pas son chemin si vite. Peut-être qu'un jour tu retourneras finir tes études. Le succès n'est pas pour tout le monde. Tu y arriveras un jour. » Je suis devenue l'exemple à ne pas suivre, l'exemple vivant de ce qui arrive quand on n'écoute pas ses parents. Mon rôle, assigné sans mon consentement, était de faire paraître Chloé meilleure en comparaison. Et chaque fois que j'essayais d'expliquer ce que je faisais réellement dans la vie, il le réduisait à néant d'une seule phrase méprisante, juste des trucs en ligne.
À 18 ans, j'étais debout à un arrêt de bus avec rien d'autre qu'un ordinateur portable qui surchauffait toutes les 2 heures et la conviction tenace que l'Internet pourrait changer ma vie bien avant qu'il ne change la vie de qui que ce soit d'autre. Après avoir abandonné l'université, j'ai emménagé dans un minuscule studio de la taille d'un placard. Les murs étaient si fins que j'entendais mes voisins éternuer, et mon plan de travail de cuisine tremblait quand le bus passait dehors. Il n'y avait pas de filet de sécurité, pas de fond d'urgence, pas de coussin familial pour amortir ma chute, personne pour offrir des plans de secours. Je passais les matinées à faire du design en freelance, les après-midi à réparer des thèmes Shopify défectueux pour de petites entreprises, et les nuits à m'instruire sur tout ce qui me tombait sous la main, codage, tunnel de vente, publicité payante, automatisation des emails, psychologie du consommateur, test A/B, SEO, analyse, tableau de bord. Je dévorais tout comme de l'oxygène. Mes 20 ans ont été un flou d'écrans lumineux, de cafés bon marché et de trop nombreux carnets remplis d'organigrammes griffonnés. J'avais 2, parfois 3 emplois à la fois, freelance le matin, consultante pour une start-up en difficulté l'après-midi, puis je veillais jusqu'à 3 heures du matin pour construire des outils logiciels dont je n'étais même pas sûr que quelqu'un en voudrait. Je vivais de nouilles instantanées, de légumes au micro-ondes et des restes que les clients me donnaient après les réunions tardives. Cette vie trépidante n'était pas glamour. C'était de la survie. Mais c'était la mienne. Et le plus important, c'est que je n'ai jamais, pas une seule fois, demandé $1 à mes parents. Je refusais de leur donner la satisfaction de dire « je te l'avais bien dit ». Si j'échouais, ce serait selon mes propres termes. Pas parce que je serais rentrée à la maison en rampant pour de l'argent. Alors, j'ai travaillé, travaillé et travaillé. Le tournant est arrivé quand une petite marque de soins de la peau, presque inconnue, m'a contacté pour que je les aide à réparer leur site web. Leurs revenus couvraient à peine les dépenses à l'époque, mais j'y ai vu un potentiel. Un fondateur formidable, un bon produit et des systèmes numériques terribles. J'ai optimisé leur back-end, construit un moteur de fidélisation par abonnement, mis en place des flux de mails automatisés, restructuré leur publicité et repensé l'intégralité du site web moi-même. En 6 mois, les revenus ont quadruplé. En 1 an, ils ont dépassé le million. En 18 mois, ils ont atteint les 8 chiffres. Au lieu d'un forfait, j'avais négocié une infime part du capital et un contrat de partage des revenus que tout le monde trouvait inutile à l'époque. Cette seule décision a tout changé. La première fois que j'ai vu le paiement arriver sur mon compte, je me suis assise par terre dans ma chambre et j'ai pleuré, car cela semblait irréel. Comme le premier moment où quelqu'un dans le monde m'avait dit « Tu as eu raison de croire en toi ». Ce succès a eu un effet d'entraînement. D'autres marques m'ont contacté. Les fondateurs en ont parlé. Ma boîte de réception s'est remplie. Soudain, j'avais plus de travail qu'une seule personne ne pouvait en gérer. Alors, j'ai fait ce qui me terrifiait et m'excitait à la fois, j'ai commencé à embaucher. D'abord un designer, puis un acheteur média, puis un analyste de données, puis un assistant de développement. Et c'est ainsi que mon opération unipersonnelle est devenue une véritable agence, LAN Digital System, spécialisée dans l'automatisation du commerce électronique et la croissance des performances. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai créé un outil SaaS qui automatisait la fidélisation des clients pour les boutiques Shopify. À l'origine, un projet passion que j'avais construit à 2 heures du matin en mangeant une pizza froide, et que j'ai lancé discrètement, en espérant peut-être une poignée de clients. Il a explosé. En 6 mois, il comptait des milliers d'utilisateurs payants. En 1 an, il est devenu l'épine dorsale d'une demi-douzaine de marques de taille moyenne. À partir de là, tout a pris de l'ampleur. 3 autres entreprises ont vu le jour sous mon égide, une spécialisée dans l'optimisation publicitaire basée sur l'IA, une autre offrant des systèmes d'automatisation en marque blanche pour les agences, et un cabinet de conseil pour les fondateurs passant de 6 à 7 chiffres de revenus. Chaque année apportait de nouvelles sources de revenus, accords de licence, revenus d'abonnement, contrats de service, partenariats de données. Je me suis diversifié aussi agressivement que je travaillais. Au moment où j'ai eu 30 ans, LAN System était devenu un empire discret dont personne en dehors de mes clients, partenaires et employés ne connaissait vraiment l'existence. Je l'ai construit intentionnellement de cette manière, sous le radar, privé, contrôlé. Maintenant, à 32 ans,
ma vie ne ressemblait en rien au récit d'échecs auquel mes parents s'accrochaient. Je vivais dans un penthouse surplombant le front de mer de Seattle, payé en totalité, acheté avant mon 30e anniversaire. Des baies vitrées du sol au plafond, un bureau à domicile avec des écrans sur mesure et une baie de serveur privé, un balcon avec vue sur les ferries glissant sur la baie d'Elliott. J'avais un portefeuille immobilier de maisons de location dans les États de Washington, de l'Oregon et du Texas. J'avais un compte en actions que mon jeune moi n'aurait même pas cru si elle avait vu les chiffres elle-même. Et chaque année, après les dépenses, les investissements, la paie et les impôts, mes bénéfices personnels avoisinaient toujours les 23 millions d'euros. Mais rien de tout cela, pas la moindre parcelle, n'était connu de mes parents. Ils n'en avaient absolument aucune idée. Une partie de cela était pratique. Dès qu'ils auraient senti l'argent, ils auraient essayé de le contrôler, de s'en attribuer le mérite ou d'y puiser. Mes parents aimaient deux choses par-dessus tout, Chloé et l'image. S'ils avaient su que je gagnais des millions, ils auraient transformé mon succès en quelque chose qui les mettait en valeur. Nous l'avons bien élevée. Nous avons toujours su qu'elle était intelligente. Et ils l'auraient utilisée pour promouvoir encore plus Chloé. Mais la plus grande partie, c'est qu'ils n'ont tout simplement jamais demandé. Ils n'ont pas demandé ce que je faisais. N'ont pas demandé comment mon travail évoluait. N'ont pas posé de questions sur les clients, les projets, les outils, les équipes, rien. Chaque fois que j'essayais d'expliquer dans les premières années, ils me coupaient la parole avec les mêmes phrases. Ce n'est pas une vraie carrière. C'est instable. Ce n'est pas respectable. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. Je leur ai donc dit que je faisais du marketing en freelance, des trucs en ligne, du conseil en site web, des termes parfois assez vagues pour éviter les questions, assez ennuyeux pour clore la conversation. Et Chloé, elle ne se souciait pas de ce que je faisais. Elle se souciait seulement que quoi que ce soit, cela la plaçait au-dessus de moi dans la hiérarchie familiale. Elle ne m'a jamais, pas une seule fois, demandé « Comment vont tes affaires ? Qu'est-ce que tu construis ? Qu'est-ce qui t'enthousiasme ?» Mon succès n'avait pas sa place dans l'image qu'ils cultivaient, alors il n'existait tout simplement pas pour eux. Avec le recul, c'était peut-être ma première erreur. Je pensais que si je gardais mon monde séparé du leur, je pourrais éviter les retombées émotionnelles qui ont explosé ce soir de Thanksgiving. Mais me cacher ne m'a pas sauvée d'être mal comprise. Cela leur a seulement permis de s'accrocher à leur version dépassée de moi. Pourtant, je ne changerai rien, car construire tout par moi-même sans leur louange, leur aide, leur argent ou leur confiance a rendu chaque victoire plus douce. Chaque étape franchie me semblait méritée. Chaque risque pris en valait la peine. Et ironiquement, chaque supposition que ma famille faisait à mon sujet ne faisait que me pousser plus fort. Peut-être qu'une partie de moi travaillait ces nuits tardives juste pour leur prouver qu'ils avaient tort, de la manière la plus silencieuse et la plus puissante possible. Pas avec des mots, pas avec des disputes, mais avec des résultats qu'ils verraient un jour. Non pas parce que je leur montrerais, mais parce que la vérité était devenue trop grande pour être contenue par leurs petites opinions. Ils pensaient que j'étais un exemple à ne pas suivre. Ils ne savaient pas que j'étais en train de devenir la personne dont leur avenir dépendrait. Et dans 3 semaines, ils allaient apprendre à quel point ils s'étaient trompés. Le trajet de retour à Seattle cette nuit-là m'a semblé plus long que jamais. C'était peut-être le froid, ce genre de froid qui s'infiltre dans vos os et refuse d'en sortir. C'était peut-être le silence. C'était peut-être la voix de mon père, va vivre dans la rue s'il le faut, qui résonnait sans cesse dans mon crâne comme une chanson en boucle. J'avais déjà entendu des mots durs de leur part, mais les entendre à Thanksgiving, devant toute une table de parents, avait un impact différent. Pas plus tranchant, pas plus dramatique, juste final. Au moment où je suis entré dans le garage de mon immeuble à Seattle, mes doigts étaient raides d'avoir serré le volant. J'ai pris l'ascenseur, mon reflet flou dans les portes en métal. Et quand je suis entré dans mon penthouse, l'odeur de cèdre et de nettoyant au citron m'a frappé. Une odeur qui a toujours signifié « chez moi ». Un vrai chez moi. Des baies vitrées du sol au plafond entouraient le salon, révélant le front de mer scintillant sous les lumières de la ville. Les ferries dérivaient sur l'eau sombre comme des lanternes au ralenti. Le parquet, les meubles minimalistes, le doux bourdonnement du système de chauffage. Tout semblait chaleureux, calme, intentionnel. C'était un contraste saisissant, presque douloureux,
avec les mots que j'avais laissés derrière moi. Va vivre dans la rue. J'ai enlevé mes chaussures et les ai laissées tomber où elles voulaient, puis j'ai marché jusqu'à la porte du balcon, pressant ma paume contre la vitre froide. Du 33e étage, le monde semblait paisible. Pas de jugement, pas de soupir déçu, pas de Chloé souriant avec cette pitié condescendante qu'elle avait perfectionnée depuis notre adolescence. Mes parents n'avaient aucune idée de l'existence de cet endroit. Aucune idée de ce à quoi ressemblait ma vie en dehors de leur vision étroite. Si je leur avais montré cette maison, ils auraient trouvé un moyen de la gâcher, critiquant la vue, le coût, l'emplacement, les choix. C'était ça, le problème avec les familles toxiques. Même vos victoires étaient traitées comme des déceptions. J'ai pris une douche, préparé une tisane à la camomille et essayé de dormir, mais mon esprit ne me laissait pas tranquille. Leur voix repassait en boucle jusqu'à ce que les mots se fondent en un bruit confus. Inutile, embarrassante, poursuivant toujours de stupides rêves d'Internet. C'était ridicule, irrationnel. Je savais mieux. Je savais ce que j'avais construit. Je connaissais les vies que j'employais, les millions de revenus, les systèmes que j'avais créés qui maintenaient des entreprises entières en activité. Mais même quand on grandit et qu'on bâtit un empire, quelque chose en vous se souvient toujours d'avoir 16 ans, assise à la table du dîner, comparé à l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal. J'ai dormi peut-être 3 heures. Et puis est venue la première semaine. Pas d'appel, pas de message, pas même un email passif-agressif déguisé en inquiétude. On pourrait penser qu'après avoir jeté leur fille hors de la maison publiquement, bruyamment, ils vérifieraient au moins si elle était bien rentrée, si elle avait un endroit où rester, si elle allait bien. Mais mon téléphone est resté silencieux. Le lundi matin, je me suis réveillée à 5 heures comme toujours, je me suis forcée à enfiler mes leggings de sport, j'ai attaché mes cheveux et je suis allée au centre de fitness de l'immeuble. J'ai couru 8 kilomètres sur le tapis roulant, la sueur coulant dans mon cou, mon cerveau ressassant des conversations que j'aurais aimé ne jamais avoir entendues. Puis j'ai pris une douche, préparé un shake protéiné et rejoint mon premier appel de la journée avec l'équipe européenne. On suivit des réunions virtuelles avec 2 nouveaux partenariats, des négociations de contrats, un examen financier avec mon directeur financier et un briefing stratégique pour notre pipeline de développement SaaS. De l'extérieur, cela ressemblait à une semaine parfaitement normale, parfaitement productive. Mais je me sentais vide, comme si quelqu'un avait creusé quelque chose dans ma poitrine et laissé l'espace vide. Pas brisée, pas dévastée, juste blanche. Je me surprenais à penser la même chose encore et encore. Je pourrais acheter leur maison avec les bénéfices du mois dernier, et pourtant leurs mots me piquent encore. Pourquoi est-ce que ça faisait encore mal? Pourquoi est-ce que tout ça avait de l'importance? J'avais laissé derrière moi leur version du succès il y a des années. J'avais construit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de réel, quelque chose à moi. Pourtant, les ecchymoses émotionnels de l'enfance ne s'estompent pas simplement parce que votre compte en banque grossit. L'argent n'efface pas la partie de vous qui a un jour supplié d'être comprise. Le jeudi, vers l'heure du déjeuner, j'ai ouvert Instagram en attendant que ma nourriture chauffe et j'ai senti mon estomac se serrer. Chloé avait posté une photo du dîner de Thanksgiving, une photo soigneusement mise en scène d'elle, de Luc et de mes parents debout devant la cheminée, souriant comme une publicité pour le bonheur familial. Elle était radieuse, éclatante sous le filtre, le bras de Luc autour de sa taille. La main de ma mère reposait fièrement sur l'épaule de Chloé. Mon père se tenait droit, suffisant, content. La légende disait, tellement reconnaissante pour la famille et les nouveaux départs. Cœur rouge, mon nom n'était pas mentionné, pas même un vague, j'aurais aimé que tout le monde soit là ce soir, ou, il manque quelques personnes, mais toujours reconnaissante. C'était comme si j'avais déjà été effacée de l'arbre généalogique. Ils avaient l'air entiers, complets, parfaits sans moi. Les commentaires étaient pleins de compliments. Belle famille. Un Thanksgiving si béni. Tant d'amour ici. Félicitations pour les fiançailles. J'ai éteint mon téléphone. Cette nuit-là, en me brossant les dents, des souvenirs se sont imposés à mon esprit comme des invités indésirables. D'autres fêtes, d'autres dîners, d'autres soirs où le message avait été le même, simplement délivré plus doucement. Comme ce Noël où Chloé a eu la grande chambre d'amis et moi le canapé parce que, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas, Harper?
Chloé a besoin de bien se reposer pour ses entretiens universitaires. Ou ce Pâques où ma tante a essayé de me caser avec le fils de sa voisine parce que tu as vraiment besoin de quelqu'un de stable dans ta vie. Ou ce barbecue du 4 juillet où un autre cousin m'a demandé avec la même douce condescendance que j'avais entendue toute ma vie, alors, quand est-ce que tu auras un vrai travail? Quelque chose, tu sais, de respectable. Même la disposition des places racontait une histoire. Chloé était toujours assise aux meilleures places, au centre, où la famille pouvait l'admirer. Je finissais toujours sur la chaise pliante au coin, à côté de la porte du cellier. Je pensais que c'était une coïncidence. Maintenant, je n'en étais plus si sûre. Un schéma. Tout était un schéma. Et maintenant, Thanksgiving avait simplement été la répétition la plus bruyante de ce qui avait déjà été chuchoté pendant des années. Le samedi après-midi, je me suis retrouvée debout près de la fenêtre, à regarder l'eau à nouveau. Des cargos se déplaçaient lentement sur le Puget Sound, la lumière du soleil se reflétant sur leurs coques. J'ai alors réalisé que ce que je ressentais n'était pas un chagrin d'amour. Ce n'était pas un choc. C'était une reconnaissance. Il n'avait pas changé. Il ne changerait jamais. Ce qui s'était passé à Thanksgiving n'était pas une rupture avec la norme. C'était la norme. Juste affûtée et magnifiée. La même dynamique, le même scénario, la même hiérarchie. Chloé brillant au centre. Moi, poussé sur les bords, jugé pour avoir refusé de suivre leur plan. Mais pour la première fois, au lieu d'essayer de m'adapter à leur moule, j'ai compris quelque chose de bien plus important. La deuxième semaine n'a pas commencé avec de la colère. Elle a commencé avec de l'incrédulité. Le genre d'incrédulité stupéfaite et silencieuse que l'on ressent quand on réalise que même après tout, votre famille n'a pas fini de vous faire du mal. Vous pensez que le pire moment a été la nuit où ils vous ont dit d'aller vivre dans la rue. Mais d'une manière ou d'une autre, le vrai mal ne vient pas des cris. Il vient des histoires qu'ils racontent sur vous après, quand vous n'êtes pas là pour vous défendre. C'était au lundi matin quand mon téléphone a vibré alors que j'examinais une proposition d'un de nos partenaires européens. Le message venait de Megan, ma cousine du côté de ma mère, l'une des seules personnes de la famille qui me traitait comme un véritable être humain plutôt que comme un exemple à ne pas suivre. Megan avait 2 ans de moins que moi, une graphiste vivant à Portland, et elle avait l'habitude d'envoyer des textos comme de minuscules contrôles de température émotionnelle. Son message disait « Salut, juste pour prendre des nouvelles. » Ça va? J'ai entendu un truc bizarre. J'ai répondu, défini bizarre. 3 points ont pulsé, ont disparu, puis sont revenus. Ta mère a dit à tout le monde à l'église que tu squattes le canapé d'amis à Seattle parce que ton petit projet en ligne a échoué. J'ai fixé le message pendant un long moment, sentant un étrange mélange d'amusement et de douleur se tordre dans ma poitrine. Squatter le canapé, projet échoué. Bien sûr. Ce n'était pas suffisant qu'il m'ait mise à la porte. Il leur fallait une histoire qui les fasse passer pour des parents bienveillants et le cœur brisé, qui avaient tout essayé. J'ai tapé en retour, j'ai 4 chambres et aucun squatteur de canapé, mais c'est bon à savoir. Megan a renvoyé un juron de soutien, puis a ajouté, je suis désolée. Ils te font passer pour un animal errant perdu. C'est dégoûtant. Je l'ai remercié, mais la vérité est que la piqûre a été plus profonde que prévu. Parce que ce n'était pas nouveau. C'est ainsi que ma famille fonctionnait face à quelque chose de gênant, ils réécrivaient la réalité jusqu'à devenir les héros et moi le problème. Au cours des jours suivants, d'autres morceaux de leur récit m'ont été rapportés par des personnes qui se souciaient assez de moi pour m'avertir. Apparemment, ma mère s'était tenue au milieu de son groupe d'église, l'un de ces cercles hebdomadaires remplis de femmes qui échangeaient des demandes de prière et des ragots avec le même souffle, et avait soupiré lourdement en peignant le portrait de sa fille capricieuse et têtue. Harper refuse d'accepter de l'aide, avait-elle dit d'une voix tremblante, comme si elle était la victime de la cruauté d'une fille plutôt que l'auteur d'une vie d'effacement émotionnel. Elle est perdue. Elle continue de poursuivre ses combines en ligne. Nous n'avions pas d'autre choix que de la laisser tomber pour qu'elle apprenne. La laisser tomber. La laisser tomber. Comme s'il ne m'avait pas poussé en premier. Le mercredi soir, Megan a envoyé une autre mise à jour. Une photo prise discrètement depuis derrière une rangée de chaises.
On y voyait ma mère, debout devant un petit cercle de femmes, serrant son pull comme une veuve en deuil. Les femmes autour d'elle se penchaient, hochant la tête avec sympathie, la réconfortant, validant sa douleur. La légende que Meghan a ajoutée sous la photo était « Je suis désolée ». C'est la performance qu'elle donne. J'ai fixé la photo pendant un long moment, sentant quelque chose se glacer en moi. Pas de colère, pas même de tristesse, juste du froid. Parce que j'ai enfin compris quelque chose que je n'avais jamais voulu admettre. Mes parents ne me comprenaient pas seulement mal. Ils avaient besoin que j'échoue. Ils avaient besoin de ce récit pour garder leur propre image polie et intacte, pour expliquer chaque mauvais choix parental, pour justifier leur obsession pour Chloé. En parlant de Chloé, elle ne se contentait pas de participer, elle s'épanouissait dans les suites de l'affaire. Une de ses amies de la fac de droit, Lexi, a posté une story sur Instagram, une photo de brunch avec des mimosas et des toasts à l'avocat, et Chloé riant avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment été mise au défi dans sa vie. La légende, taguant Chloé, disait, en parlant de trucs de famille. Harper a vraiment pété un câble, hein? Chloé avait répondu dans les commentaires, certaines personnes ne comprennent tout simplement pas la responsabilité. Et puis, dans un autre commentaire, on l'avait prévenu que les MLM n'étaient pas une vraie carrière. MLM, elle disait aux gens que je faisais du marketing de réseau. Pas du marketing, pas de la tech, pas du SaaS, pas des laboratoires d'automatisation, pas l'empire de plusieurs millions de dollars que j'avais bâti à partir de rien. MLM, ce n'était pas de l'ignorance. C'était de la malveillance. J'ai posé mon téléphone et j'ai expiré lentement. Le genre de souffle qui semble quitter votre âme, pas vos poumons. Il ne se contentait pas de me laisser partir. Il ne me coupait pas seulement les ponts. Il réécrivait qui j'étais en quelque chose qui avait du sens pour eux, quelque chose en dessous de Chloé, en dessous de leurs idéaux, en dessous de leurs attentes. Ils avaient besoin que le monde croie que j'étais à la dérive pour ne pas avoir à remettre en question l'histoire qu'ils avaient passé des années à construire, la fille en or et l'échec. Et bien sûr, quelle meilleure façon d'élever Chloé que de me présenter comme le désastre. Le signal d'alarme, l'exemple de ce qui arrive quand on ne suit pas le plan, la fille qui n'était pas à la hauteur, celle qui justifiait chaque once de favoritisme qu'ils avaient déversé sur elle. J'ai fait les choses machinalement cette semaine-là, réunion, entraînement, appel, mais le poids de leur récit s'est installé sur moi comme un brouillard. Non pas parce que je les croyais, non pas parce que c'était vrai, mais parce que j'avais vécu assez longtemps dans leur monde pour savoir à quel point la perception peut être puissante. S'ils contrôlaient l'histoire assez longtemps, les gens les croiraient. Les gens le faisaient déjà. Mais alors que cette prise de conscience se cristallisait, autre chose s'est levée silencieusement en dessous. Quelque chose de plus fort, de plus stable, de plus froid, la détermination. Parce que j'avais passé des années à cacher mon succès, non pas pour me protéger moi, mais pour les protéger eux, pour éviter leur ingérence, pour éviter de devenir leur trophée, pour éviter leurs questions, leurs attentes et leur cupidité. Mais maintenant ils utilisaient mon silence, ma distance, ma vie privée comme une toile vierge pour se peindre en victime et en saint. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris une décision silencieuse. S'ils voulaient une guerre de récits, je pouvais leur en donner une. Pas par mesquinerie, pas par des cris, pas par des publications en ligne futiles, mais par la vérité. Et la vérité, une fois révélée, briserait chaque mensonge qu'ils avaient construit. La deuxième semaine n'a pas été seulement douloureuse. Elle a été clarifiante. Car une fois que vous réalisez que votre famille préférerait détruire votre réputation plutôt que d'affronter ses propres échecs, il ne reste qu'un seul chemin à prendre. Vous cessez d'essayer de gagner leur amour. Et vous commencez à vous préparer à gagner votre liberté. La troisième semaine n'est pas arrivée en douceur. Elle n'a pas frappé, ni chuchoté, ni s'est annoncée comme le fait habituellement la douleur émotionnelle. Elle s'est écrasée dans ma vie comme une explosion silencieuse, contenue, mais dévastatrice dans sa précision. La première semaine, ils m'ont effacée. La deuxième, ils m'ont réécrite. La troisième, ils m'ont volée. Ou pire, ils m'ont utilisée. C'est arrivé un mardi matin, vers 6h40. Je venais de terminer un appel avec mon équipe de Londres quand un nouvel email est arrivé dans ma boîte de réception avec pour objet « Confirmation urgente requise concernant votre garantie sur le prêt de rénovation de la maison LAN ». Au début,
j'ai cru que c'était du spam, une arnaque, du phishing, quelque chose d'automatisé qui avait échappé au filtre. Mais l'expéditeur n'était pas suspect. C'était un cabinet d'avocats de Portland, un que je reconnaissais, qui s'occupait de financement immobilier de taille moyenne et de prêts familiaux. Mon estomac s'est noué. Je l'ai ouvert. Chère mademoiselle Lan, nous vous contactons pour confirmer votre volonté continue d'agir en tant que co-emprunteuse et garante pour le prêt de rénovation et d'agrandissement de la résidence Lan, initialement déposé le 12 juillet, il y a 2 ans. En raison de l'ajustement des conditions d'intérêt, nous avons besoin de votre approbation écrite dans les 10 jours ouvrables. J'ai relu le paragraphe 5 fois, chaque fois plus lentement que la précédente. Co-emprunteuse, garante. Non. Non, absolument pas. Je n'avais jamais co-signé quoi que ce soit pour ma famille. J'aurais préféré mettre le feu à ma propre cote de crédit. J'ai attrapé mon téléphone, composé le numéro de l'email et attendu. Une assistante juridique a répondu, enjouée et inconsciente de l'implosion qui se produisait dans ma poitrine. J'ai gardé une voix égale. Professionnelle. Bonjour, c'est Harper Lan. J'appelle au sujet d'un email concernant un prêt de rénovation. Je pense qu'il y a une erreur. Elle a tapé. Des papiers ont bruissé. Oh, oui, mademoiselle Lan. Nous vous avons listé comme garante. Laissez-moi retrouver les documents originaux. J'ai arpenté la pièce vers la fenêtre pendant qu'elle cherchait. Mon pouls battait dans ma gorge. Quand elle est revenue, son ton était confiant, préparé, final. Oui, le voilà. Le prêt a été approuvé avec 3 signatures, Daniel Lan, Rebecca Lan et vous en tant que garante. Montant, 350 000 €. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Je n'ai jamais rien signé. Une pause, puis le bruit de page qui tourne. Eh bien, les documents sont là. Votre signature semble parfaitement valide. J'ai demandé une copie numérisée. Elle me l'a envoyée par email. Je l'ai ouverte instantanément. Mon cœur est tombé dans mon estomac. C'était mon nom, mon écriture, ma signature. Sauf que ce n'était pas le cas. C'était une imitation. Assez bonne pour tromper une banque. Assez maladroite pour enrager quelqu'un qui connaissait vraiment ses propres traits de plume. Quelqu'un avait falsifié ma signature. Mes parents avaient falsifié mon nom sur un prêt de 350 000 €. J'ai eu l'impression que la pièce basculait. Je me suis affalée dans ma chaise de bureau, fixant le document tandis que mon esprit essayait de donner un sens à tout ça. Un prêt de rénovation il y a 2 ans. Avant leur cuisine chic. Avant le réaménagement du jardin dont ils se vantaient, avant le nouveau toit, la terrasse, l'agrandissement de la propriété. Mais j'ai alors remarqué autre chose dans les papiers. Une section intitulée « Allocation de projets discrétionnaires ». Une partie du prêt, 83 000 €, était destinée à soutenir de « nouvelles entreprises commerciales au sein du foyer Lan ». Nouvelles entreprises commerciales. Mon sang s'est glacé. Chloé. J'ai immédiatement envoyé un texto à Megan. Moi, salut, question bizarre. Chloé a-t-elle déjà mentionné comment elle a financé sa boutique? Megan, OMG. Pourquoi? Moi, réponds juste. Megan, elle a dit à tout le monde que c'était un financement familial intelligent. A dit que tes parents croyaient en sa vision. Pourquoi? Moi, a-t-elle dit ça à Thanksgiving? Megan, yep. Ton père s'en est vanté. Notre Chloé est en bonne voie pour ouvrir son propre cabinet. Le travail d'équipe familiale permet de réaliser les rêves. Puis elle a ajouté, Megan, ne me dis pas ce que je pense que tu vas me dire. Moi, ils ont utilisé mon nom, mon crédit, dans mon dos, pour son entreprise. Un autre message d'elle est arrivé une seconde plus tard. Megan, Harper, je suis tellement désolée. C'est incroyable. Ce n'était pas incroyable. C'était la pire partie. C'était exactement croyable, car c'était aussi le schéma. Eux, investissant dans Chloé à tout prix. Eux, sacrifiant n'importe quoi, n'importe qui pour son succès. Eux, traitant ses rêves comme un destin et les miens comme des erreurs.
Mais falsifier ma signature sur un prêt massif, ce n'était pas du favoritisme. C'était une fraude. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. C'était ma mère. Coïncidence? Non. Meghan l'avait probablement prévenu. Les nouvelles voyageaient vite dans notre famille. Le message de maman disait « Harper, ma chérie, j'ai entendu que la banque t'a contacté. Ne réagis pas de manière excessive. Ce ne sont que des formalités administratives. Tu gagnes bien ta vie en ligne, ça ira. » C'était pour la famille. Pour la famille. J'ai fixé la phrase jusqu'à ce qu'elle devienne floue. Puis elle a envoyé un autre message. Chloé est notre avenir. Tu le sais. La soutenir, c'est nous soutenir tous. Pas d'excuses, pas d'explications, pas de honte. Juste un sentiment de droit. Un sentiment de droit pur et sans filtre. Dans son esprit, mon identité financière était à leur disposition. Ma cote de crédit était un outil pour leur convenance. Mon succès, quelle que soit la manière dont ils l'imaginaient, n'existait que pour servir l'enfant prodige. La colère m'a frappé si vite qu'elle m'a coupé le souffle. Pas une colère bruyante, pas celle qui crie. Une colère froide, précise, stable, concentrée. Car à ce moment-là, tout s'est cristallisé. Il ne me considérait pas seulement comme inutile. Il ne m'effaçait pas seulement. Il ne mentait pas seulement à mon sujet. Il utilisait mon nom, ma stabilité, ma crédibilité financière sans ma permission pour garantir un prêt qui profitait à Chloé, pas à moi. Il volait mon avenir pour alimenter le sien. Et le pire, c'est qu'ils croyaient sincèrement qu'ils en avaient le droit. C'est là que ça a craqué. Le moment exact où quelque chose en moi s'est durci. Pas à cause du prêt, pas à cause de la dette, pas à cause de la trahison, mais parce que je les ai enfin vus clairement. Pas comme des parents égarés, pas comme des humains imparfaits, mais comme des personnes prêtes à m'exploiter tout en me traitant d'échec. Ils ne me voyaient pas comme une famille. Ils me voyaient comme une ressource. Et ils pensaient qu'ils s'en tireraient. Mais ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Pas à la jeune fille de 16 ans qu'ils avaient l'habitude de couvrir de honte. Pas à la décrocheuse dont ils se moquaient pendant les fêtes. Pas à la fille qu'ils ont mise à la porte à Thanksgiving. Ils n'avaient aucune idée, aucune, de ce qu'une femme gagnant 23 millions d'euros par an pouvait faire quand on la poussait à bout. La 3e semaine ne m'a pas brisée. Elle m'a forgée. Et ce qui allait suivre, c'est ce qui allait les briser. La nuit où j'ai découvert le prêt falsifié, Seattle semblait différente, plus froide, plus silencieuse, ce genre de silence qui vous fait entendre votre propre rythme cardiaque dans vos oreilles. Je suis resté près des fenêtres de mon Penthouse, à regarder l'horizon, les ferries dérivant comme des fantômes lumineux, les lumières de la ville vacillant sur l'eau sombre, le bourdonnement d'un monde qui continuait de bouger même quand le mien semblait avoir dévié de son axe. Pendant un long moment, je n'ai pas bougé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas juré. Je suis juste resté là, laissant le poids de la trahison s'installer, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il semble presque physique, comme quelque chose qui appuyait sur mes côtes de l'intérieur. J'avais été humilié, on m'avait menti, on m'avait effacé, utilisé, et maintenant financièrement compromise par les personnes mêmes qui insistaient sur le fait que j'étais sans valeur. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas envie de l'avaler. Je n'avais pas envie d'être la plus intelligente. Je ne voulais pas endurer en silence comme je l'avais toujours fait. Non, quelque chose avait changé, quelque chose de profond, de final. Je n'étais pas seulement blessée. J'en avais fini. Mais en avoir fini ne signifiait pas tout détruire dans une explosion d'émotions. Je n'étais pas Chloé. Je n'étais pas mes parents. Je ne fonctionnais pas par impulsion, par performance ou par ego. S'ils voulaient jouer avec mon identité, mon crédit, mon nom, alors je devais répondre d'une manière qui garantirait qu'ils n'auraient jamais une autre chance. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la survie. J'ai attrapé mon ordinateur portable, ouvert un document vierge et tapé un mot en haut de la page, plan. Puis je me suis versé un verre d'eau, je me suis assise à la table de la salle à manger et j'ai commencé à lister chaque étape que je devais franchir. Non pas par colère, mais par clarté froide et calculée. Étape 1, le droit.
Avant toute chose, j'avais besoin d'une protection juridique. Ma signature avait été falsifiée sur un prêt massif, ce qui n'était pas seulement contraire à l'éthique, c'était un crime. Le lendemain matin, j'ai contacté une avocate de haut vol avec qui j'avais travaillé sur des contrats d'entreprise. Elle était spécialisée dans la fraude financière, l'usurpation d'identité et les litiges à enjeux élevés. Une fois en visioconférence, je lui ai envoyé les documents du prêt numérisé. Ses sourcils se sont levés. Par pair, c'est une falsification flagrante. Celui qui a fait ça n'a même pas été subtil. Je sais, dis-je doucement. Nous allons immédiatement déposer une déclaration de fraude auprès de la banque, a-t-elle poursuivi, les yeux vifs. Nous allons mettre le prêt en litige, geler les recouvrements et demander une analyse graphologique. Nous pouvons également demander les images de surveillance de l'agence à la date où cela a été supposément signé. J'ai expiré pour la première fois de la journée. Et si c'était mes parents? Elle n'a pas sourcillé. Alors nous rassemblerons les preuves et nous vous séparerons légalement et financièrement aussi vite que possible. Étape 2, l'expertise comptable judiciaire. S'ils avaient falsifié un prêt, qui pouvait dire qu'ils n'en avaient pas fait plus? J'ai engagé un expert comptable judiciaire, un expert qui s'occupait de divorces compliqués, de cas de détournement de fonds et de guerre d'héritage. Il était l'opposé du dramatique, calme, méthodique, étrangement imperturbable face aux horreurs que les gens commettent avec l'argent des autres. Il m'a envoyé une liste de choses sur lesquelles il commencerait à enquêter, tous les dossiers financiers liés à mon nom, les lignes de crédit dont je ne connaissais pas l'existence, les demandes utilisant mon numéro de sécurité sociale, les privilèges ou les documents de cosignature, le projet de rénovation, les sources de financement de la boutique de Chloé, le ratio dette-revenu de mes parents, tout trust d'héritage que mes parents pourraient cacher, s'ils avaient ouvert des prêts supplémentaires pour la famille. Il a demandé la permission de fouiller les bases de données publiques et privées. Je l'ai accordé. Une partie de moi se sentait malade. Une autre partie se sentait soulagée. Étape 3, le verrouillage. Le même jour, j'ai passé des heures à sécuriser chaque aspect de mon identité financière et numérique. J'ai gelé mon crédit auprès de toutes les agences. J'ai verrouillé chaque compte avec une authentification à 2 facteurs. J'ai changé chaque mot de passe. J'ai désactivé toutes les anciennes lignes de crédit. J'ai retiré l'adresse de mes parents de tout ce qui était encore lié à mon nom. J'ai notifié mon expert comptable de rediriger tous les documents fiscaux de l'entreprise vers un coffre-fort sécurisé. J'ai même demandé une alerte de variation de nom légal pour empêcher quelqu'un d'utiliser une version mal orthographiée de mon nom. Quand j'ai eu fini, toute mon existence financière était fortifiée. Personne ne pourrait plus m'utiliser. Pas même par accident. Étape 4, l'information, pas la vengeance. L'information. La vengeance est émotionnelle. L'information est stratégique. Je ne voulais pas détruire ma famille. Je ne complotais pas pour ruiner la vie de qui que ce soit. Je n'essayais pas de leur faire du mal comme ils m'en avaient fait, mais j'avais besoin de la vérité. Et je devais être préparé, car s'ils étaient prêts à falsifier mon nom une fois, ils le referaient. Et s'ils étaient prêts à me voler pour élever Chloé, on ne pouvait pas savoir jusqu'où ils iraient. Cette nuit-là, assise seule à ma table, regardant les lumières vaciller sur l'eau, j'ai senti la douleur de la trahison. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que j'ai enfin compris. J'avais passé des années à essayer de maintenir la paix avec des gens qui étaient à l'aise de me mettre le feu, et j'en avais assez de brûler pour leur confort. Je ne planifiais pas une guerre. Je planifiais une évasion. Un démêlage propre et permanent des personnes qui me voyaient comme un outil. Mais s'ils forçaient une guerre, alors j'allais gagner. Pas avec de la rage, mais avec des preuves, une stratégie, un timing et la vérité. J'ai fermé mon ordinateur portable, me suis penché en arrière et j'ai murmuré dans la pièce vide. Ils ont déjà mis le feu à la maison. Je m'assure juste de ne pas brûler avec elle. Et c'est à ce moment-là que le jeu à long terme a commencé. La 4e semaine ne ressemblait pas à une guérison. Elle ressemblait à un allumage, comme si quelque chose en moi s'était enfin mis en place, net et certain, après des années à avoir été poncé pour s'adapter à un récit qui n'avait jamais été le mien.
Une fois que le travail juridique a été lancé et que l'expert comptable judiciaire a commencé à éplucher les couches des finances de ma famille, quelque chose d'inattendu m'a envahi, la concentration. Pas l'intensité frénétique et axée sur la survie de mes débuts de vingtaine. Pas la productivité engourdie de la première semaine, mais une concentration plus profonde, plus nette, plus puissante. Le genre que l'on obtient quand on arrête de s'excuser pour son existence. Je me suis replongée dans le travail avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois, peut-être des années. Je me suis réveillée à 4h55 au lieu de 5h. J'ai devancé le lever du soleil à la salle de sport. J'ai trouvé mon rythme avant même que mon équipe ne se connecte. C'était comme si j'avais perdu une peau dans laquelle je ne réalisais pas que j'étais piégée. La douleur de la 3e semaine a affûté quelque chose en moi, l'a perfectionné, a dépouillé les derniers morceaux d'hésitation. Harper reconstruit son pouvoir, mais en silence. En quelques jours, j'étais plongée dans des plans d'expansion que j'avais précédemment mis en attente. Non pas parce que je n'étais pas prête, mais parce que j'avais été distraite par le fantasme qu'un jour ma famille me verrait différemment. Plus maintenant. J'ai donné le feu vert à l'ouverture d'un bureau satellite à New York pour répondre aux besoins de nos clients de la côte Est. En même temps, mon responsable des opérations à Austin a finalisé un bail pour un 2e centre, un studio d'innovation axé sur les intégrations d'IA pour l'automatisation du commerce de détail. C'était une idée qui traînait dans mon carnet depuis des mois, attendant le bon moment. Apparemment, la trahison crée le timing parfait. En 2 semaines, nous avons conclu un partenariat avec un grand conglomérat de la vente au détail, un accord d'une valeur de 8 chiffres sur 3 ans. J'ai pris l'avion pour leur siège social, suis entré dans une salle de conférence en verre surplombant la ville et j'ai scellé l'accord avec une poignée de main et une clause de non-divulgation qui rendrait même les fondateurs chevronnés nerveux. Ils ne savaient rien de mes drames familiaux. Ils n'en avaient pas besoin. Ils ont vu la compétence, la stratégie, l'exécution, la version de moi que mes parents refusaient de voir. La reconnaissance, mais selon mes propres termes. Le succès attire l'attention. La même semaine où l'accord avec le commerce de détail est devenu officiel, j'ai été invitée à participer à un podcast de premier plan pour les femmes dans la technologie et l'entrepreneuriat. L'animatrice, une figure respectée de la Silicon Valley, a posé des questions que personne dans ma famille ne m'avait jamais posées. Comment êtes-vous restée disciplinée au début de votre vingtaine? Que diriez-vous aux jeunes femmes qui sont sous-estimées? Quelle est la plus grande idée fausse que les gens ont sur votre domaine? Idée fausse, facile. Qu'il n'est pas réel tant que quelqu'un d'autre ne le juge légitime. Elle a hoché la tête avec une compréhension silencieuse. Puis est venue une demande d'article d'un grand magazine économique. Il voulait mettre en lumière les fondatrices de moins de 35 ans qui avaient bâti des entreprises de plusieurs millions de dollars discrètement, sans capital risque. J'ai accepté, mais à une condition, aucune mention de ma famille, pas de nom, pas d'historique qui me liait à eux. Mes réalisations ne leur appartenaient pas, et je n'allais pas leur donner la satisfaction de s'approprier ma nouvelle visibilité. Puis le rapport de l'enquêteur est tombé. Il est arrivé un vendredi soir, un dossier de PDF, de feuilles de calcul, de ventilation d'actifs et d'historique financier reconstitué. Je me suis versé une tasse de thé, je me suis assise sur mon canapé et j'ai ouvert le premier fichier. Puis le suivant, et le suivant. À chaque page, ma mâchoire se serrait. Mes parents se noyaient. Leur prêt de rénovation était en retard de plusieurs mois. Les intérêts s'accumulaient. Leur maison, celle d'où ils m'avaient chassé, était listée comme garantie. L'entreprise de papa, l'Anome Remodeling, perdait de l'argent depuis plus d'1 an. Les réservations étaient en baisse, les fournisseurs impayés, les outils vieillissants, les contrats tombaient à l'eau. Ils étaient à 3, peut-être 4 mois du défaut de paiement. Et puis il y avait Chloé. Sa boutique, son cabinet, sa fierté, sa déclaration au monde, hémorragiaient de l'argent. La vitrine qu'elle louait se trouvait dans un quartier artistique coûteux. Sa marque était magnifique. Son marketing était impeccable, mais les fondamentaux de l'entreprise étaient pourris. Ses dépenses étaient le double de ses revenus. Elle avait embauché trop de gens trop tôt. Elle était en retard sur les salaires, en retard sur les impôts, en retard sur tout. Et pire que tout, une part massive du prêt de rénovation lié à ma signature falsifiée avait été discrètement acheminée vers l'entreprise défaillante de Chloé.
L'enquêteur a inclus des captures d'écran et des traces bancaires. Ce n'était pas de l'incompétence. Ce n'était pas un accident. C'était délibéré. Ils utilisaient mon nom, mon identité financière, pour soutenir le rêve effondré de l'enfant prodige. Je n'ai pas pleuré, pas tremblé, pas ragé. Je n'ai rien ressenti au début. Puis autre chose est montée. Une clarté nette, propre, dangereuse. L'opportunité se présente. Le dimanche matin, j'ai reçu un email d'une société de capital investissement avec laquelle j'avais investi l'année précédente, un groupe spécialisé dans l'acquisition de propriétés en difficulté et de petites entreprises en faillite. Ils voulaient m'offrir un premier aperçu d'une nouvelle liste d'acquisitions avant qu'elle ne soit mise aux enchères publiques. J'ai ouvert le document. Mon cœur s'est arrêté. C'était là. Lan Home Remodeling, listé comme un actif en difficulté à haut risque, susceptible d'être en défaut de paiement dans les 90 jours. Garantie, la maison familiale Lan, plus le terrain adjacent. Et en dessous, sous participation connexe, un petit bail commercial lié à une boutique spa cabinet de conseil, détenue par Lan. L'entreprise de Chloé. Les deux se noyaient, les deux étaient liés au même prêt falsifié, les deux étaient sur le point de s'effondrer. La société prévoyait d'acheter les actifs à un prix très réduit, pour une bouchée de pain, puis de les vendre ou de les réaffecter à de nouveaux investisseurs. Je savais comment cela fonctionnait. J'avais moi-même investi dans des transactions de ce type. Des acquisitions discrètes, des transitions propres, pas d'émotion, juste des chiffres. Soudain, j'ai vu tout le chemin se dérouler comme un plan. Si le prêt était en défaut, et il le serait, si la propriété était en difficulté, et elle l'était, et si la société l'acquérait, ce qui était très probable, je pourrais intervenir en tant qu'investisseur silencieux, posséder la maison que mes parents vénéraient, posséder l'entreprise dont mon père prétendait qu'elle était son héritage, posséder le bail commercial dont Chloé se vantait, posséder tout ce pourquoi ils avaient utilisé mon identité. Non pas par vengeance, non pas par dépit, mais par conséquence. Parce qu'ils m'avaient exclu de la famille. Ils m'avaient effacé. Ils m'avaient volé. Et maintenant, ils étaient sur le point d'apprendre la vérité la plus poétique qui soit. Quand on vit au crochet de quelqu'un qu'on traite d'inutile, on devrait prier pour qu'il ne réalise jamais sa valeur. J'ai fermé l'email lentement. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas petite. Je ne me sentais pas comme la fille oubliée, le mouton noir ou la déception. Je me sentais puissante, silencieuse, stratégique, concentrée. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de récupérer chaque parcelle de moi-même qu'ils avaient essayé de prendre et de construire quelque chose de si indéniable que leur monde entier basculerait au moment où ils apprendraient qui j'étais vraiment. Et ce moment approchait à grands pas. 3 semaines après Thanksgiving, Seattle scintillait de lumière de fête. L'air sentait le pain froid et la cannelle lointaine. Le genre d'atmosphère festive qui adoucit les contours des villes. Mais sous toute cette chaleur, quelque chose de tout à fait différent pulsait en moi. La résolution. Nette. Claire. Inébranlable. 3 semaines. Juste assez de temps pour que mes parents inventent leurs histoires. Assez de temps pour que Chloé poste des instantanés soignés de sa vie parfaite. Assez de temps pour qu'ils croient que le récit qu'ils avaient élaboré sur moi avait remplacé la vérité. Mais aussi assez de temps pour que quelque chose d'autre se produise. Quelque chose qui allait changer tout le paysage de notre dynamique familiale en une seule nuit. L'invitation au gala. 1 semaine plus tôt, j'avais reçu une lettre officielle estampillée de lettres dorées d'une fondation basée à Seattle, une que je finançais discrètement depuis près de 4 ans. Mon entreprise contribuait à leur initiative de logement pour les jeunes chaque trimestre. J'avais toujours insisté pour rester anonyme, préférant que mon argent parle plus fort que mon nom. Mais cette année, la présidente de la fondation voulait honorer un donateur en particulier, quelqu'un qui avait donné suffisamment pour construire 2 nouveaux complexes de logements pour les jeunes sans-abri et financer un programme de bourse pour les adolescents intéressés par la technologie. Moi, Harper, avait-elle dit au téléphone, sa voix chaleureuse et déterminée. Il est temps que la communauté sache qui est derrière ce travail. S'il vous plaît, laissez-nous vous honorer publiquement. J'ai hésité, non pas parce que j'avais besoin de l'attention, mais parce que l'exposition n'avait jamais été mon but. Mais quelque chose en moi a murmuré que le moment était bien choisi.
Que peut-être, après tout, laisser le monde me voir clairement n'était pas de la vanité. C'était de la réappropriation. Alors j'ai dit oui. La nuit du gala. La salle de bal brillait de lumière blanche tombant en cascade de lustres en cristal. Les tables étaient drapées de velours marine. L'air était rempli du doux murmure de l'élite des affaires de Seattle, des donateurs, des bénévoles et des responsables de la ville. Je suis arrivée dans une robe vert émeraude foncé, les cheveux relevés, le maquillage subtil mais intentionnel. Je ressemblais à une version de moi-même que ma famille ne s'était jamais donné la peine d'imaginer. Soignée, puissante, présente sans complexe. En donnant mon manteau au préposé, j'ai balayé la pièce du regard. C'est là que je les ai vus. Mes parents. Ma mère avec son collier de perles, mon père avec sa posture raide qui criait l'importance de soi. Chloé, enveloppée dans une robe à paillettes, s'accrochant au bras de Luc comme un sac à main de créateur. Ils se tenaient près d'une table de leur groupe d'église, riant doucement, buvant du champagne offert, s'imprégnant de la grandeur d'un événement auquel ils se sentaient clairement honorés d'être invités. Ils ne m'avaient pas encore vu, et ils n'avaient certainement aucune idée de pourquoi j'étais là. L'annonce, 1 heure après le début de l'événement. Les lumières se sont légèrement tamisées alors que le maître de cérémonie montait sur scène. La foule s'est tue. Mon cœur battait contre mes côtes, non pas de nervosité, mais d'anticipation. Le MC a souri, balayant la pièce du regard. Ce soir, a-t-il commencé, nous voulons honorer quelqu'un d'extraordinaire, une vague d'intérêt poli a traversé la foule. Une donatrice qui a discrètement financé certains de nos programmes les plus percutants. Quelqu'un dont le succès dans la technologie, l'automatisation et le commerce électronique a permis de loger plus de 140 jeunes au cours des 2 dernières années. J'ai regardé mes parents bouger. Chloé s'est redressée. Aucun d'eux ne se doutait de rien. Et cette année, après beaucoup de persuasion, a poursuivi le MC, elle a accepté de nous laisser la reconnaître publiquement. Chloé s'est penchée vers ma mère, lui chuchotant quelque chose de suffisant. J'ai failli rire. Le MC a élevé la voix avec insistance. Veuillez vous joindre à moi pour applaudir notre plus grande donatrice de l'année, une femme dont les entreprises génèrent plus de 23 millions d'euros par an. Ma mère s'est figée. Point Mademoiselle Harper Lane. Les applaudissements ont monté comme une vague. Des centaines de personnes ont applaudi. Un projecteur a balayé la pièce et s'est posé sur moi alors que je me levais. Au moment où la lumière a frappé mon visage, les expressions de mes parents se sont décomposées. La bouche de mon père s'est ouverte. Ma mère a cligné rapidement des yeux, comme si elle essayait de concilier le non avec la réalité. Chloé est devenue rigide, son faux sourire se fissurant comme une vieille peinture. J'ai marché vers la scène, chaque pas résonnant dans la salle de bal, chaque pas réécrivant des années de leur récit en temps réel. Sur scène, j'ai atteint le microphone, les applaudissements s'estompant en un silence attentif. J'ai souri chaleureusement, légèrement, mais avec le genre de sang-froid qui ne vient qu'après avoir survécu au feu. Merci, ai-je commencé. Je suis honorée. J'ai laissé mes yeux parcourir la pièce, passant brièvement sur mes parents, mais sans m'arrêter sur eux. Ils ne méritaient pas cette reconnaissance. Pas ici. J'ai créé ma première entreprise à 19 ans, ai-je dit. À l'époque, beaucoup de gens m'ont dit que ce n'était pas réel, que le travail en ligne était une phase, que je ne ferais jamais rien de moi. Ma mère a tressailli. Mon père a détourné le regard. Chloé a dégluti. Mais j'ai appris quelque chose d'important, ai-je poursuivi, gardant ma voix stable, chaleureuse. On dit à certains d'entre nous que nous sommes inutiles, que notre travail est stupide, que nos rêves ne sont pas respectables. Un murmure a parcouru l'auditoire. Mais les rêves n'ont pas besoin de permission, et le succès n'a pas besoin d'être compris par tout le monde pour être réel. La salle a éclaté en applaudissements. Mes parents sont restés figés, leurs expressions un mélange d'incrédulité et de réalisation étouffante. Chloé souriait crispement, comme si elle essayait de prétendre qu'elle ne s'effondrait pas intérieurement. Je suis descendue de la scène alors que les flashs des appareils photo illuminaient la pièce. Plusieurs participants m'ont félicité, me serrant la main, me remerciant pour le travail que j'avais financé. J'ai accepté gracieusement, chaque compliment étant un autre point dans le récit que je me réappropriais.
De l'autre côté de la salle de bal, ma mère est finalement sortie de sa stupeur. Elle a cherché son téléphone en tâtonnant, tapotant furieusement. Mon sac a vibré une minute plus tard. Maman, Harper, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous sommes si fiers de toi. J'ai fixé le message. Fiers. Maintenant qu'ils avaient été publiquement corrigés, maintenant qu'ils réalisaient que leur fille inutile et ratée avait financé des programmes que leur cercle social admirait. Maintenant que leur récit ne correspondait plus à la réalité. J'ai fermé le message, l'ai laissé en « lu » et j'ai remis mon téléphone dans ma pochette. Parce que ce soir n'était pas à propos d'eux. Il ne s'agissait pas de leur prouver qu'ils avaient tort. Il ne s'agissait pas de validation. Il ne s'agissait pas encore de vengeance. Ce soir, il s'agissait de reprendre l'histoire, de montrer au monde qui j'étais vraiment, et de me rappeler que je n'avais jamais eu besoin de leur approbation pour briller. Le règlement de compte financier, la vraie vengeance, était encore à venir. Mais ceci, c'était le premier coup. Une vérité publique si indéniable qu'elle a brisé tous les mensonges qu'ils avaient construits. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas invisible. J'étais indéniable. 3 semaines après le gala, la tempête a finalement éclaté. Silencieusement, exactement comme je le savais. Pas avec des sirènes, des cris ou des révélations dramatiques, mais avec un simple email de mon avocate à 7h12 du matin. Harper, le prêt de Lanham Remodeling est officiellement en défaut de paiement. Les procédures de saisie sont engagées. Le groupe d'investissement procède à l'acquisition. Je me suis rassise dans ma chaise de cuisine, le café réchauffant mes mains, et j'ai laissé la vérité s'installer. Ça arrivait. Tout, exactement comme l'enquêteur l'avait prédit. L'entreprise de papa, Lanham Remodeling, ne pouvait pas survivre à la charge de la dette. Ses fournisseurs avaient retiré leur contrat. Ses derniers clients se sont désistés. La paie était en retard. Et parce que le prêt de rénovation était lié à la maison familiale, le défaut a également déclenché la saisie de la maison. La société de capital investissement avec laquelle je m'étais discrètement associé a agi immédiatement, se précipitant pour acquérir les actifs en difficulté en un seul lot. Une transaction qui ressemblait à n'importe quelle autre transaction de portefeuille sur le papier. Professionnelle, propre, légale. Rien de personnel. Sauf que l'investisseur majoritaire derrière cette transaction, c'était moi. L'entrepôt qui abritait les outils de mon père, le petit bureau sur Maple Drive dont il se vantait depuis 20 ans, la maison où il m'avait dit d'aller vivre dans la rue. Tout cela était maintenant sous le contrôle d'une société dont la propriété effective listait un seul nom, Harper Ellen Lann. Pas par malveillance, pas par sabotage. Par conséquence. Par cause et effet. Par leur propre décision. La réunion. Je ne voulais pas de chaos. Je ne voulais pas de cris. Je ne voulais pas d'une confrontation sur leur pelouse. Non, ça, c'était le style de Chloé. Dramatique, émotionnel, conçu pour la sympathie. Je voulais de la clarté, une clôture, des limites. Alors, j'ai demandé à mon assistante d'envoyer un message. Invitation à dîner, opportunité d'affaires qui pourrait aider la famille. Un lieu était joint, le restaurant le plus chic, terrain neutre, assez public pour que tout le monde reste civil. Ils ont accepté instantanément. Et quand ils sont entrés ce soir-là, c'était comme regarder des acteurs dans une pièce de théâtre. Mes parents se sont approchés avec des sourires trop larges, des voix trop douces. Ma chérie, s'est exclamée ma mère en m'embrassant sur la joue comme si elle n'avait pas dit aux gens que je squattais des canapés. Nous sommes si heureux de te voir. Mon père m'a serré la main comme un homme saluant une PDG qu'il voulait désespérément impressionner. Nous avons entendu des choses incroyables, Harper. Vraiment incroyables. Chloé s'est penchée près de moi, sa voix sirupeuse. Ce discours au gala. Incroyable. On devrait totalement collaborer. Ma boutique pourrait aider tes clients de marque à créer des expériences de luxe. Je n'ai pas corrigé sa méconnaissance de ce que je faisais réellement. Ça ne valait pas l'énergie. Nous nous sommes assis. Les boissons ont été servies. La conversation polie flottait sur la table comme des bulles délicates, trop fragiles pour être touchées. Après l'arrivée des entrées,
j'ai sorti un dossier en cuir sombre de mon sac et je l'ai posé sur la table. Voilà, dis-je calmement, pourquoi je vous ai demandé de venir. Le sourire de Chloé vacilla. Les yeux de ma mère se sont tournés vers le dossier comme si c'était un serpent. Mon père s'est penché en arrière, croisant les bras. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des documents imprimés, propres, organisés, irréfutables. J'ai fait glisser la première page vers mon père. Il l'a lu, son visage se vidant de sa couleur. Ça. C'est notre atelier, a-t-il chuchoté. C'est notre maison. Notre titre de propriété. Ce doit être une erreur. C'en était une, ai-je corrigé doucement. Mais pas du genre que vous croyez. Ma mère a attrapé l'un des documents, le parcourant si vite qu'elle ne finissait pas les phrases. Non, non, ce n'est pas possible. Comment? Comment une société de capital investissement a-t-elle obtenu le prêt? Comment? Le prêt a été mis en défaut, ai-je dit. Votre entreprise ne pouvait pas couvrir les paiements. La banque a vendu la dette. La société l'a achetée. J'ai laissé la phrase suivante tomber lentement, délibérément. Je suis l'investisseuse majoritaire dans cette acquisition. Le silence a épaissi l'air jusqu'à le rendre suffocant. Mon père m'a regardé avec un mélange de peur et d'incrédulité. Tu nous as rachetés? Non, ai-je dit en secouant la tête. Vous avez fait défaut. Et la société a acquis ce qui restait. Chloé a dégluti difficilement, sa voix faible. Mais pourquoi nous ferais-tu ça? Nous sommes ta famille. J'ai laissé échapper un souffle qui n'était pas tout à fait un rire. Pourquoi je ferais ça? Je ne vous ai pas forcé à prendre un prêt. Je ne vous ai pas dit de falsifier ma signature. Je n'ai pas mené votre entreprise à la faillite. Je n'ai pas détourné l'argent du prêt dans ta boutique. Les yeux de Chloé se sont agrandis. Tu ne sais pas ça. Si, je le sais, dis-je doucement. J'ai les documents. Sa bouche s'est refermée. Les yeux de ma mère se sont remplis, non pas de remords, mais de colère. Harper, comment peux-tu nous embarrasser comme ça? Comment peux-tu laisser des étrangers prendre tout ce que nous avons construit? C'est cruel. J'ai soutenu son regard. Vous avez falsifié mon nom sur un prêt, lui ai-je rappelé, la voix stable. Vous avez utilisé mon crédit pour financer une entreprise avec laquelle je n'avais rien à voir. Vous avez dit au monde que j'étais sans abri, un échec, un fardeau. Vous m'avez dit d'aller vivre dans la rue. Les lèvres de mon père tremblaient. Nous étions en colère. Nous ne pensions pas tout ce que nous avons dit. Je sais, ai-je dit. Vous pensiez pire. Le silence a de nouveau craqué dans la pièce. Puis j'ai fait glisser 2 autres documents sur la table. Voici vos options. Il regardait entre moi et les papiers, la confusion se propageant. J'ai clarifié. Option 1, vendre l'entreprise et les actifs à leur juste valeur marchande. La société, et par extension moi, est entièrement remboursée. Vous partez sans dette. Nous nous séparons définitivement. Ma mère s'est raidie. Mon père a cligné rapidement des yeux. Chloé a pâli. Option 2, je vous loue le bâtiment et la maison pour 6 mois. Contrat au prix du marché, conditions strictes, pas de favoritisme, pas d'exception. Et quand le bail expire, nous coupons tous les ponts. La voix de Chloé s'est brisée. Tu nous mets à la porte. Je vous donne des options, ai-je corrigé. Ce que vous ne m'avez jamais donné. La main de mon père a tremblé alors qu'il attrapait la dernière page. Ce n'était pas financier. C'était juridique. Une déclaration. Vous signerez, leur ai-je dit, en reconnaissant que vous avez utilisé mon identité sans mon consentement. Je ne porterai pas plainte au pénal. En échange, vous n'interférez plus dans ma vie. Plus de mensonges. Plus d'histoires à l'église. Plus de réécriture de qui je suis. Ma mère a couvert sa bouche, les yeux humides. Harper, tu laisserais notre famille s'effondrer pour ça? J'ai finalement laissé la vérité s'installer sur la table entre nous. Vous l'avez déjà laissé s'effondrer, dis-je doucement. Je refuse simplement de rester dans les décombres. Chloé a essayé une dernière fois,
tendant la main sur la table comme si elle avait le droit de me toucher. Harper, s'il te plaît. Tu ne peux pas simplement partir. Nous sommes une famille. J'ai regardé sa main, puis son visage. La famille ne falsifie pas votre signature, ai-je dit. La famille ne vous vole pas. La famille ne vous traite pas d'inutile et ne vous dit pas d'aller vivre dans la rue. Je me suis levée, remettant le dossier dans mon sac. Vous ne m'avez pas traité comme une famille, ai-je terminé. Vous m'avez traité comme une garantie. Ma mère a chuchoté mon nom comme une prière. Mon père a essayé de se lever. Chloé a de nouveau tendu la main, désespérée. Mais j'ai reculé, avec une clarté calme et finale, j'y ai mis un terme. Vous m'avez dit d'aller vivre dans la rue, ai-je dit, la voix basse mais ferme. Alors, j'ai choisi d'acheter les rues à la place. Puis j'ai tourné les talons et j'ai quitté le restaurant, sans jamais regarder en arrière. Parce qu'au moment où j'ai quitté cette table, je les ai finalement quittés. Pas dans la colère, pas dans la vengeance, mais dans la liberté. 6 mois plus tard, Seattle semblait différente. Non pas parce que la ville avait changé, mais parce que j'avais enfin assez de paix en moi pour remarquer à nouveau les choses. L'odeur d'eau salée montant du détroit. Le bourdonnement des ferries traversant l'horizon. La douce lueur des fenêtres des cafés lors des promenades matinales. Pour la première fois de ma vie d'adulte, le monde ne me semblait pas être quelque chose contre lequel je devais me battre simplement pour exister. Il me semblait être quelque chose que je pouvais construire, dans lequel je pouvais respirer, vivre. Mes parents, sans les feux des projecteurs. Les nouvelles ont voyagé tranquillement, comme le fait souvent la vérité quand il n'y a plus d'ego pour la diffuser. Mes parents ont tout vendu. L'âne home remodeling est parti en premier. Après des mois à s'enfoncer davantage dans les dettes, ils ont accepté l'option de rachat. Propre, simple, suffisant pour qu'ils ferment la porte sans scandale. Ils ont déménagé dans une maison plus petite à 2 villes de là, une modeste maison de 2 chambres vieillissantes qui ressemblait à peine à l'endroit où j'ai grandi. Leur groupe d'église les saluait toujours poliment, mais les projecteurs auxquels ils s'étaient si désespérément accrochés s'étaient estompés. Les gens chuchotaient moins. Ils assistaient à moins d'événements. Sans la façade d'une entreprise florissante ou d'une fille parfaite à exhiber, ils restaient entre eux. Je ne prenais pas de leurs nouvelles, mais les gens qui se souciaient de moi le faisaient. Megan, ma cousine, parfois Jacob. Ils me donnaient toujours les nouvelles avec douceur, comme si on manipulait du verre qui m'avait autrefois coupé les mains. Ils sont plus calmes maintenant, m'a dit Megan une fois. La vie les a rendus plus humbles, a ajouté Jacob. Peut-être pour la première fois. Chloé, sans le chemin doré. La chute de Chloé a été plus silencieuse, mais plus lourde. Sa boutique a fermé une fois que le financement du prêt de rénovation s'est tari. Elle a essayé de la sauver en réduisant ses effectifs, en déménageant dans un espace plus petit. Mais sans un flux constant d'argent emprunté, les comptes n'étaient pas bons. Elle a essayé de pivoter, stylisme, conseil, atelier de branding personnel. Mais les clients ont cessé de venir une fois que le nom de famille n'était plus synonyme d'influence. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle avait emménagé dans un petit appartement et travaillait à temps partiel dans un magasin de détail, tout en réfléchissant à ses prochaines étapes. Elle n'était pas ruinée, juste forcée à affronter la réalité, forcée à construire sur ses propres jambes, pas sur l'échafaudage du favoritisme. Et honnêtement, c'était la chose la plus juste qui pouvait lui arriver. Ma vie à Seattle, une nouvelle définition du foyer. Ma maison de ville surplombait le front de mer, chaleureuse, remplie de plantes, habitée. Une cuisine qui sentait toujours le café. Un coin lecture près des grandes fenêtres. Un espace de travail avec d'énormes écrans et des croquis de nouvelles idées de produits épinglés au mur. Cela ne ressemblait pas à une récompense. Cela ressemblait à quelque chose que j'avais mérité bien avant de m'autoriser à le réclamer. Mais la meilleure partie, c'était les gens à l'intérieur, ma famille de cœur, mes amis les plus proches, les membres principaux de mon équipe, ma mentor, une investisseuse plus âgée qui m'avait prise sous son aile non pas pour ce que je gagnais, mais parce qu'elle m'avait vue. Et les voisins, l'artiste à la retraite en bas qui apportait de la soupe maison quand elle savait que je travaillais tard. Le couple d'accent grave côté qui m'invitait à leur brunch du dimanche. Le barista qui connaissait ma commande sans demander.
Aucun d'eux ne se souciait de qui était ma famille. Aucun d'eux ne m'utilisait comme un exemple à ne pas suivre ou un accessoire. Ils me voyaient, tout simplement. Rendre ce que personne ne m'avait donné. Je me suis retrouvée attirée par les jeunes fondateurs, en particulier ceux qui avaient été rejetés par leur famille, sous-estimés, à qui on avait dit que leur rêve n'était pas de vraie carrière. Je suis devenue une mentor de manière discrète et structurée, non pas pour remplacer ce que j'avais perdu, mais pour devenir celle dont j'avais besoin quand j'avais 20 ans. Puis j'ai financé un programme de bourse, modeste au début, conçu pour les étudiants coupés financièrement parce qu'ils ne suivaient pas le chemin traditionnel. Codage, entrepreneuriat, design, commerce électronique, des domaines où les jeunes non conventionnels s'épanouissent. Chaque fois que je signais un document pour une nouvelle subvention, je sentais une partie de mon jeune moi redresser les épaules. « Tu n'as pas tort », murmurait elle. « Tu n'as jamais eu tort. » Friendsgiving, une table où j'ai enfin ma place. Ce novembre-là, j'ai organisé un Friendsgiving, un sexgiving entre amis, pour la première fois. Ce n'était pas prévu pour être émouvant. Je voulais juste des gens que j'aimais autour d'une table avec de la bonne nourriture et des lumières chaudes. Mais quand tout le monde est arrivé, Jacob avec sa tarte maison, ma mentor avec une pile de cartes manuscrites, les membres de mon équipe avec des rires et une énergie bruyante, j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, une plénitude que je n'avais jamais ressentie à la table de la famille Lan. Au milieu du dessert, quelqu'un a demandé doucement, « Est-ce qu'il te manque parfois ?» La pièce est devenue silencieuse. J'y ai réfléchi honnêtement, j'ai pris mon temps. Parfois, ai-je admis en faisant doucement tourner mon verre. L'idée que je me faisais de me manque. Quelques hochements de tête autour de la table. Mais la version de moi-même que je devais être avec eux ne me manque pas, être traité comme si ma vie ne comptait pas ne me manque pas, la table sembla expirer. Une compréhension partagée, une libération partagée. Marcher à travers ce que j'ai construit. Quelques semaines plus tard, j'ai traversé le pâté de maisons commerciales qui abritait autrefois l'atelier de rénovation de mon père. Le bâtiment avait de nouveaux locataires maintenant. De petites entreprises dirigées par des gens avides de créer quelque chose de réel. Une boulangerie, un studio de design, un petit espace de fitness. La vie économique qui s'y épanouissait n'appartenait plus aux LAN. Mais elle ne m'appartenait pas non plus. Elle appartenait à des gens qui construisaient quelque chose à partir de rien. Honnêtement, éthiquement, passionnément. J'ai souri, laissant l'air d'hiver me frôler le visage. Ils voulaient que je vive dans la rue, ai-je pensé. Au lieu de ça, j'ai investi dedans. La vérité finale, la guérison, n'est pas venue de la vengeance. Elle n'est pas venue de l'achat d'entreprise, du retournement de situation ou du départ victorieux. La guérison est venue du fait de me tenir enfin dans une vie que j'ai construite sans excuse. Une vie non mesurée par leur approbation. Une vie qui ne dépendait pas de leur validation. Une vie où je suis enfin sortie du rôle qu'ils m'avaient imposé. Parce que la vérité est la suivante, je n'ai pas seulement survécu au fait d'être mise à la porte. Je suis sortie et j'ai construit une vie où leur opinion ne paie pas les factures, ne définit pas ma valeur et ne décide certainement pas de l'endroit que j'appelle « chez moi ».